Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous consacrez une biographie à un compositeur-interprète dont les chansons sont devenues des classiques. Trop brève carrière de celui dont l'étoile continue néanmoins à briller. Et grâce à vous, Michel Berger. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Jacques Pessis. C'est vrai que vous sortez Michel Berger aux Éditions du Seuil, une édition augmentée d'une biographie. Donc on va évoquer Michel Berger tout au long de cette émission et on va l'évoquer à travers des dates clés. Et la première, c'est le 10 novembre 63, sa première télé dans Discorama avec cette chanson. Oui, j'en ai assez des tasses de thé ou des camomilles. La camomille par Michel Berger. La camomille qui est la camomille romaine alors qu'elle est originaire d'Espagne et du Portugal, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est la première télé il a 15 ans. Ah oui, c'est vraiment l'époque des yéyés, et lui il est très très jeune. Alors sa maman, la concertiste Annette Haas, bien entendu, a voulu que ses 3 enfants apprennent la musique et leur en donnent le goût. Et donc, alors qu'il est vraiment tout jeune lycéen, avec des copains, il va passer une audition à Sèvres, dans les célèbres studios Pathé Marconi, là où les Beatles, Pink Floyd, Téléphone, etc. Enregistreront. Oui, il y a eu une annonce dans France Soir. Exactement, et qui dit tu es jeune, tu as moins de 20 ans, tu veux chanter, tu veux devenir une vedette, viens auditionner. Donc c'est toutes les semaines, donc il y va avec 2 de ses meilleurs amis, plus un batteur qui trouve un peu comme ça. Et ils n'ont jamais joué, ils n'ont jamais donné de concert nulle part, etc. Mais ils sont remarqués, en tous les cas, Michel Berger est remarqué donc par Pathé Marconi et va le signer pour sortir donc des EP, donc des 45 tours, 4 titres comme ça se faisait à l'époque, dont La Camomille, qui je dois dire est de loin le meilleur de tous les morceaux qu'il a enregistrés dans son époque yéyé. Oui, et c'est une chanson qui a eu moins de succès que celle qui figure sur ce disque, qui est Tu n'y crois pas. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. Alors cette chanson, les auditeurs de Salut les copains s'en souviennent car elle était chouchou à Salut les copains. Absolument. D'entrée, Michel Berger a été immédiatement plébiscité, et alors à la fois par les auditeurs de SLC, mais surtout par Daniel Philippaki, qui va veiller comme ça assez longtemps sur sa carrière. Oui, il a été un des premiers à y croire. Et d'ailleurs, la collection, je crois, ça s'appelait Pat, la collection de 45 tours. C'est totalement disparu aujourd'hui. Et ça s'appelait Pat. Alors, il faut savoir aussi qu'au départ, Michel Berger, c'est plutôt le classique. Sa mère lui a donné des leçons de classique, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, Michel, contrairement à ce que tout le monde a cru par la suite, ne savait même pas lire la musique. En fait, c'était un pianiste très moyen. Les musiciens des studios de Paris l'appelaient tantôt la moufle ou tantôt le phoque. Oui. Donc ça vous dit qu'il n'était donc pas un virtuose, contrairement à sa maman, donc la concertiste suisse Annette Haas. Oui, et quand il a voulu chanter, elle a accepté, mais à condition qu'il poursuive ses études. Comme tout le monde à l'époque, c'était passe ton bac d'abord. Ça, c'était la phrase clé de toute aventure de la jeunesse. Mais c'est vrai que Michel, ça lui a finalement assez réussi. Et puis, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place de manière incroyable pour lui, puisque, alors qu'il n'est qu'une toute petite vedette, il va se retrouver sur la fameuse, historique photo de Jean-Marie Perrier pour Salut les copains. Voilà, où il y a France Gall aussi, mais il ne lui parle pas ce jour-là. Non, il y a France Gall qui démarre elle aussi sa carrière. Il y a aussi Françoise Hardy qui le produira par la suite. Et puis il y a bien sûr Johnny Hallyday pour lequel il écrira quelque chose de Tennessee et l'album Rock'n'Roll Attitude. Donc c'est incroyable, elle est prophétique en même temps qu'historique cette photo. Photo faite par Jean-Marie Perrier. Comme Johnny était le plus grand, mais c'était pas suffisant, on a mis une échelle, on ne le sait pas, et Johnny est monté sur l'échelle pour être vraiment en haut de l'affiche. Ouais, pour dominer les autres, qui est quand même un truc qu'il a obsédé pendant toute sa carrière. Alors j'en reviens à Michel Berger parce qu'au départ il découvre Mozart, ça l'intéresse pas, mais il va adapter un jour Mozart en swing pour amuser son entourage. Alors Michel en fait avait le goût du jazz, mais il n'était pas capable d'en jouer. Il avait le goût du classique, mais il n'était pas capable d'en jouer. Mais il a adoré tout de suite Gershwin, parce que pour lui c'était justement là où se retrouvaient le classique et le jazz. Ray Charles. Alors tombé totalement amoureux de Ray Charles, ce qui en plus pour un pianiste
pouvait faire un modèle. Et après les Beatles. Et Jacques, savez-vous quel a été le sujet de la thèse de philosophie de Michel Berger? Je vous laisse le dire, mais je crois que je le sais. C'est Jimi Hendrix, non? C'est l'étude comparative des 2 premiers albums de Jimi Hendrix Experience. Oui. Et curieusement, il a fait cette thèse parce qu'il a été à la fac et il a fait une maîtrise de philosophie. Exactement, et il était très attiré par la philo. En même temps, il dit c'est parce que mon meilleur ami, lui, faisait des études de philo, donc comme on était copains, je l'ai accompagné. Et je dois dire que toute sa vie, Michel a été obsédé justement par toutes les grandes questions de l'existence. Il s'intéressait à tout. Il s'intéressait autant à la géopolitique qu'aux arts premiers, hein, puisqu'il a été de l'aventure du musée Jacques Chirac, hein, le musée du Quai Branly, le musée pour les arts premiers. Mais aussi, il s'intéressait à tous les aspects de son métier, c'est-à-dire que c'était un professionnel consumé. Michel, il négociait ses avances, il négociait tous ses contrats d'édition, ses contrats discographiques, etc. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui voulait avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une approche holistique de tout ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il a créé Apache, qui était son label, et il a été un des premiers à le faire. À l'époque, c'était pas si courant que ça, Yves Bigot. C'est vrai, il y en avait très très peu. En tous les cas, en France, il y avait eu Guy Béard qui avait été le premier. Et Henri Salvador. En France, Henri Salvador et Hugo Frey qui avaient monté la compagnie avec Norbert Saada. Voilà, mais ça a moins bien marché que Salvador et que tout le reste. Alors, il faut savoir aussi qu'il a fait 4 disques qui ont bien marché. Mais après, il a voulu arrêter. Ça l'intéressait plus, Michel Berger. C'est-à-dire, ça marchait, mais sans marcher. En fait, c'est-à-dire que oui, il passait dans Salut les copains, mais les ventes n'étaient pas là derrière. Et puis surtout, à mesure qu'il grandissait, puisque vous l'avez rappelé, il a commencé à 15 ans, quand il a commencé à avoir 18 ans et qu'il est parti aux États-Unis, et qu'il a découvert que là-bas, les gens pouvaient disserter pendant des nuits entières sur les paroles du dernier album de Bob Dylan, il a compris en fait que sa petite carrière de chanteur yéyé, il faisait fausse route et que ça n'était pas ça qu'il voulait faire. Et du coup, alors il a changé Kazakh complètement. D'abord, il est devenu directeur artistique. On va en parler justement. Voilà, pour les autres. Et après, il a voulu faire des compositions orchestrales. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, il s'est vu grand compositeur. Voilà. Mais alors justement, quand il a arrêté de chanter, ses disques ont été réédités quelques années après, et il était furieux, Michel Berger, Yves Bigot. Ah ben oui, parce qu'une fois qu'il était devenu le Michel Berger qu'on connaît, et puis écrivant tous les succès de France Gall, évidemment, qu'on lui fasse écouter chaque fois qu'il allait dans une radio de province, ben c'est début de petit chanteur yéyé. Et évidemment, il était consterné parce que c'est quelqu'un de très gentil, très bien élevé, très bienveillant, donc il ne le laissait pas paraître, mais il était effondré de honte. Alors, directeur artistique, il devient justement directeur artistique pour d'autres artistes. Ça s'est passé comment, Yves Bigot ? Bah écoutez, il est entré en fait chez Pathé Marconi, qui à l'époque, rue Lord Byron, près de la place de l'Étoile, hein, à Paris, dans une espèce de dream team absolument incroyable, dans laquelle il y avait Claude Michel Schoenberg, dans laquelle il y avait également Bernard Saint-Paul, il y avait Gérard Manset. Il y avait, enfin, c'était la meilleure équipe de directeurs artistiques. Il y avait aussi les Blanc-Francard, oui, qui étaient là. Donc, il s'est retrouvé, et il y avait donc beaucoup de compétitions et d'émulation entre eux. Et Michel, alors, a vraiment travaillé pour absolument tout le monde. Une chanteuse qui s'appelait Patricia, grâce à laquelle il a eu son premier vrai succès. Patricia Paulin. Ouais, un morceau qui s'appelait Quand on est malheureux. Et puis, mais il a produit La Girafe pour Bourvil, par exemple. Justement, écoutez. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant. C'est incroyable. Et Bourvil, d'ailleurs, aimait Eddie Cochrane. Michel Berger lui a un jour posé la question. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Michel était quand même un peu... à la fois, il était très impressionné de travailler pour Bourvil, hein, qui était une vedette incroyable. Et en même temps, c'était pas exactement le genre de musique qu'il aimait. Et donc, il disait, mais vous savez, moi, ce que j'aime, c'est le rock'n'roll, etc. Et voilà. Et il m'a dit... mais Bourvil était d'accord avec moi, qu'il comprenait pas pourquoi on lui demandait de chanter, que ce qu'il faisait était très très ringard et qu'on ferait mieux d'écouter Eddie Cochrane. Résultat, Bourvil est aussi devenu un classique. Il y a eu aussi Dany, Papa vient d'épouser la bonne, une chanson de Milton des années 30, et qu'elle a chanté ensuite tous les soirs à l'Alcazar. Là aussi, c'est Michel Berger.
c'est lui en tous les cas qui a réalisé le disque et puis qui lui a signé son contrat discographique. Et il y a aussi Adieu Joli Candy, on ne le sait pas assez, de Jean-François Michael. Alors ça, c'est l'énorme tube qui va se vendre à plus de 5 millions d'exemplaires. Un slow d'été à la mode de Procol Harum ou Aphrodite Child de l'époque, Why the Shade of Pale, Rain and Tears, etc. Et ça va permettre justement à Michel de vraiment gagner son indépendance. Alors d'abord, de gagner son indépendance de garçon, c'est-à-dire de ne plus habiter chez ses parents, mais de pouvoir s'installer d'une part. Et puis d'autre part, ça va lui permettre de pouvoir financer sa propre ambition de compositeur. Il y a une chose qu'on ne sait pas sur Jean-François Michael qui s'appelle Yves Rose. Un matin, le patron de France Inter appelle son directeur et dit voilà, j'ai entendu à la radio un monsieur très bien, je voudrais l'avoir à la radio. Et c'était sur une autre radio. Et simplement, il passait de 5h à 7h et pas de 7h à 9h. Le directeur s'est trompé, a engagé celui de 7h à 9h qui n'a toujours pas compris. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est déjà arrivé. Vous savez, dans des clubs de foot, notamment où parfois on se fait refiler le mauvais frère de l'Argentin qu'on voulait. Exact. Et il y a eu c'est arrivé au Football Club de Nantes. Oui, ça, je vois que vous connaissez le sujet, mais vous connaissez aussi Michel Berger, dont on va continuer à parler dans quelques instants avec Yves Bigot, à travers une autre date, le 24 mars 72, bien sûr, sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, Sud Radio, avec mon invité Yves Bigot. Alors, vous êtes directeur de TV5 Monde, mais vous êtes aussi un passionné de chansons, de musique que vous connaissez par cœur. Et vous publiez Michel Berger aux éditions du Seuil, une édition augmentée. Donc, on évoque Michel Berger à travers votre livre. Et il y a une date importante que vous évoquez dans ce livre, qui est le 24 mars 1972, la sortie de cette chanson. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui. Premier album de Véronique Sanson, Amoureuse, une chanson dont le vocabulaire est féminin. Oui, pour le moins. C'est la première fois en France qu'une femme écrit de cette façon, chante de cette façon, joue du piano de cette façon incroyablement moderne. Et ce style, c'est le style Berger-Sanson, car bien qu'ils n'aient jamais écrit une seule chanson ensemble, ils ont inventé ce style quasiment à quatre mains. Ils vivaient ensemble, ils sont amoureux. Et c'est Michel Berger qui va produire cet album de Véronique Sanson. Ils vont le préparer pendant des mois et des mois. Le soin qu'ils vont apporter à cet enregistrement est absolument incroyable parce que ils voulaient faire un disque, entre guillemets, à l'américaine. Et donc, ils ont tout révolutionné dans la prise de son, dans la manière de mixer, dans la manière de demander à chacun des musiciens d'intervenir. En l'occurrence, c'est Claude Angèle à la guitare et le groupe qui s'appelle le Système Krapoutchik, un super bon groupe de pop de l'époque avec un nom délicieux. Et puis évidemment Véronique au piano. Et ils vont sortir cet album qui est vraiment qui marque une date dans la modernité de la façon dont on va aborder la pop en France, avec un phrasé très particulier et puis un groove très particulier. Oui, et c'est très curieux parce qu'au départ, alors que l'album est devenu un classique, ça marche pas comme il l'espérait et Michel Berger en est blessé, Yves Bigot. Alors Michel pensait que cet album, justement, auquel ils avaient tellement pensé tous les deux, qu'ils avaient concocté de manière minutieuse, allait être accueilli comme étant le chef-d'œuvre que la France attendait depuis des années, c'est-à-dire le disque qui était au niveau des artistes américains que tout le monde écoutait et que tout le monde aimait. Et en fait, pas tellement. À la fois, le public du rock trouvait que c'était toujours assez gentillet, et le public de la variété trouvait, alors on disait, mais Véronique Sanson, son vibrato, vous entendez, elle chante comme une chèvre. Ce que d'ailleurs Michel me disait, ça tombait bien, j'étais le berger. Oui. Mais oui, c'est un disque alors dont les chansons sont passées à la radio, 5 ou 6 chansons, Amoureuse, mais aussi Maria Va, Bahia et quelques autres, mais qui n'a pas été un gros succès. Il leur a fallu attendre, je crois, plus de 15 ans, peut-être pas loin de 20 ans pour qu'il soit enfin disque d'or. Mais en revanche, c'est un album qui a marqué tous les gens qui aimaient, qui faisaient de la musique en France, à commencer par Françoise Hardy, qui dit « Il y a un avant et un après Amoureuse dans la musique en France ». Alors, il se trouve aussi que tout a commencé lorsque Michel est directeur artistique et il reçoit un groupe qui s'appelle les Roches Martin, où il y a Véronique, sa sœur et François Vernem.
C'est vrai, et qui sont un groupe vocal, donc un peu à la manière des Swingle Sisters, par exemple. Ils sont connus en vacances et ils ont fait ça pour s'amuser. Exactement, en Espagne, voilà. Et puis donc François Bernheim était intéressé par l'aîné, donc des sœurs. Et puis comme les parents de Véronique Sanson étaient des gens de la haute bourgeoisie parisienne, voilà, ils avaient des relations. Ils ont mis Véronique et sa sœur en contact avec une maison de disques, et ils ont enregistré 45 tours, 4 titres réalisés par Michel Berger et Claude Michel Schoenberg, qui étaient en charge. Alors, le fait qu'ils aient travaillé avec Bourvil, d'ailleurs, montre que ça n'était pas très rigoureux, car ils étaient en charge de la découverte des nouveaux talents. Alors, il faut savoir que le père de Michel Berger, René Sanson, que j'ai connu, a été un avocat, mais un grand résistant, et il présidait la fédération des résistants. Il m'avait dit un jour, c'est la seule qui est amenée à disparaître naturellement, car il avait aussi beaucoup d'humour. C'est vrai, et la mère de Véronique aussi était une grande résistante, qui s'est évadée, qui était spécialiste des sabotages. Elle faisait sauter des ponts, elle a été dans des camps où on lui a arraché les dents, etc. Oui, la famille Sanson était des grands résistants. Alors, il se trouve aussi que Véronique Sanson, grâce à Michel Berger, a appris à structurer ses chansons, car Michel avait tout de suite compris ça. Ben Michel Berger, ils ont inventé, je vous dis, ce style à quatre mains, en fait, en se tirant la bourre, parce que ils ne vivaient pas encore ensemble, ils se voyaient dans la journée, mais chacun rentrait dormir chez ses parents. C'est d'ailleurs ce que raconte la chanson Amoureuse, mais je sais qu'on nous l'interdit. Et ils revenaient le lendemain et ils se montraient ce qu'ils avaient composé chacun dans son coin. Et ce que Michel va apporter à ce style, donc à la fois à Véronique et à lui-même, c'est une vision d'arrangeur et de producteur qui était capable de voir comment on structurait des chansons, comment on faisait en sorte que des accords de piano sonnent comme tout un orchestre et pas comme juste un accompagnement de la voix, etc. C'est ce qu'il a apporté à Véronique et en fait à la chanson française. Oui, et en même temps, il n'a commis qu'une seule erreur, Michel Berger, c'est emmener un soir à l'Olympia Véronique voir Stephen Stills. Oui, avec son groupe Manassas, à ce moment-là, Stills, c'est une superstar incroyable, avec le groupe Crosby, Stills, Nash & Young, et Véronique découvre Steve Stills, et notamment m'a-t-elle raconté, pendant qu'il joue au banjo, un morceau qui s'appelle Now You've Got to Run. Là, elle est tombée totalement amoureuse de lui pendant ce morceau, et puis elle va partir le rejoindre aux États-Unis, ils vont se marier, ils vont vivre à plus de 3000 mètres d'altitude dans les neiges du Colorado. Et Michel, avec lequel elle devait se marier, ils avaient acheté déjà les bagues de fiançailles en tous les cas, et elle disparaît du jour au lendemain, et là Michel tombe dans une très très profonde dépression. Oui, d'ailleurs on raconte sur ce départ beaucoup de choses différentes. Il y a plusieurs versions que vous évoquez dans ce livre, Yves Bigot. Oui, il y a eu beaucoup de versions, parce que vous savez, les chanteurs, ils arrangent toujours à leur sauce, et surtout à celle qui les arrange, des histoires. Donc, non, elle n'est pas partie acheter des cigarettes, ça avait été mûri de longue date. D'ailleurs, une fois, elle a failli partir, puis elle s'est arrêtée à l'aéroport, elle est revenue en prétextant à Stills qu'elle avait oublié son passeport, et que donc, il fallait qu'elle le rejoigne plus tard. Donc, il y a eu beaucoup de... j'espère, enfin, avoir dans cette version, donc de cette biographie de Michel Berger, la vraie bonne version. J'ai été beaucoup aidé d'ailleurs par Laurent Calu, qui est un garçon qui travaille avec Véronique, qui fouille ses archives, qui vérifie tout, qui m'a beaucoup aidé pour, j'espère, enfin la version définitive et véritable du départ de Véronique Sanson avec Stephen Stills. Et donc Michel Berger se retrouve tout seul, il fait un album, il enregistre un album avec Un cœur rouge, où il ne parle que de ce drame, et il y a une des chansons qui deviendra célèbre, c'est son premier succès. Attends-moi, plonge tout entière dans ta solitude, et si l'habitude vient si Là bien c'est Véronique s'installer. Sanson, Michel Berger, mais Michel Berger seul, dans le style.
Oui, tout à fait. Et, on peut voir, il a un timbre et un phrasé un peu plus précieux que celui de Véronique, hein, qui, elle, entre son vibrato et sa manière de swinger. Mais on entend mélodiquement, on entend les accords, on entend qu'il y a quelque chose de commun entre eux. Et alors, cette chanson va décider du futur de Michel Berger. Oui, car Françoise Hardy l'écoute, est la première à l'écouter, et elle adore cette chanson. Elle veut absolument une chanson faite par Michel. Alors non seulement Françoise Hardy, absolument, et France Gall. Et France Gall également, qui entendant cette chanson, alors là aussi il y a deux versions, je n'arrive pas à savoir laquelle est la bonne. La première c'est à la radio dans son Austin, et elle est tellement frappée qu'elle s'arrête et elle l'écoute jusqu'au bout, et l'autre c'était elle épluchait des carottes dans sa cuisine. Je ne sais pas quelle est la bonne version, mais c'est ce qui va faire que ces deux grandes vedettes féminines vont donc toutes les deux solliciter Michel Berger pour qu'il leur écrive des chansons et qu'ils produisent leur disque. Et c'est le cas pour Françoise Hardy de cette chanson. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours jusqu'à perdre haleine. Message personnel, et on dit, et vous dites, Yves Bigot, que c'est Françoise qui chante et c'est Michel qui parle. Oui, parce que ce message personnel que Michel a composé, il est à destination de Véronique Sanson, qui est partie de l'autre côté de l'Atlantique et même des États-Unis. Et d'ailleurs, il va... alors non seulement cette chanson est absolument magnifique, mais en plus il va y exprimer vraiment son génie de producteur, parce qu'il va demander à Françoise d'écrire l'introduction parlée de ce morceau, et où elle-même va s'épancher sur les difficultés de son couple avec Jacques Dutronc. Donc en fait, il raconte deux histoires d'amour en un seul morceau, la sienne et celle personnelle de Françoise. Et très franchement, c'est un chef-d'œuvre. Et une autre histoire qui a marqué Michel Berger, une histoire qu'il a racontée, on va l'évoquer à travers une autre date, le 14 avril 1979, tout de suite sur Sud Radio avec Yves Bigot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, mais aussi auteur de livres avec Michel Berger, spécialiste de la musique. Michel Berger aux éditions du Seuil, une édition augmentée qui paraît. Et vous évoquez bien sûr dans ce livre, Yves Bigot, le 14 avril 79, la première de ce spectacle. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Eh oui, c'est Claude Dubois qui a créé cette chanson, parce qu'au départ, personne ne voulait la chanter, cette chanson de Starmania. Oui, c'est vrai, c'est un morceau assez difficile à chanter, hein, même si certains s'y sont essayés, de Céline Dion à Bernard Tapie en passant par Michel Drucker, mais elle est pas commode. Et puis Starmania, au début, c'est Michel et Luc Plamondon ont quand même eu du mal à la monter. Et alors le plus grand mythe de Starmania, c'est de croire que ça a marché en 1979. Car moi, j'étais sur une autre radio qu'on disait périphérique à l'époque, qui coproduisait le spectacle. Et tous les jours, on déposait des places à la réception en disant « mais venez chercher des places pour aller voir Starmania ce soir », tellement ça n'était pas plein. Et Luc Plamondon m'a rappelé que le dimanche, il faisait venir les pompiers de Paris de manière à ce que la salle ne soit pas vide. Mais exactement. Et moi, je me souviens très bien de la première où tout Paris avait acclamé Michel Berger et toute la bande, mais c'était le lendemain, il n'y avait pas de location. C'était pas le moment, c'était en avance sur son temps. Exactement, c'est-à-dire c'était l'époque où on pensait que les comédie musicale ne marcherait jamais en France. D'ailleurs, Michel ne voulait pas qu'on parle de comédie musicale à propos de Starmania. Il disait c'est un opéra rock, car effectivement, tout est chanté du début à la fin, comme l'album Tommy des Who qu'il avait inspiré. Alors que dans une comédie musicale, il y a des parties théâtrales, des parties qui sont jouées entre les morceaux. Mais Starmania, c'est d'une certaine façon, il y a beaucoup de choses évidemment qui nous restent de Michel Berger, mais c'est quand même son grand œuvre. D'abord qui va être repris à la rentrée prochaine à Paris. Il y a déjà plus de 100 000 places vendues. Parce que Raphaël, son fils, s'en occupe. Raphaël qui est son sosie d'ailleurs, c'est extraordinaire. Oui, effectivement, et puis qui fait vivre évidemment le patrimoine de Michel Berger. Et Starmania, c'est tellement visionnaire, c'est incroyable. Mais ça aussi, c'est le talent de Michel Berger, c'est de ne pas avoir lui-même
écrit le livret et les paroles des chansons, car son style, à lui, a sans doute trop de bénédicité. C'est quelqu'un qui veut le bien, qui veut faire du bien, qui est positif, Michel. Et là, l'histoire de Starmania, c'est une histoire brutale, c'est une histoire noire, sombre, violente. Et donc, il est allé chercher Luc Plamondon, après que France Gall lui ait fait écouter un album que Luc avait écrit pour Diane Dufresne. Parce que, disait-il, vous, les Québécois, vous avez l'avantage de parler français comme nous, mais vous vivez déjà dans le monde de demain, dans cette Amérique du Nord. Et d'ailleurs, il y a aussi, parmi tous ces coups de génie, le monde est stone. Jack, dans aucune langue, le monde est stone ne veut dire quelque chose. Et en même temps, tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire à la fois le monde est dur, le monde est froid. Et ça, c'est le génie de la chanson. C'est quand on arrive à faire comprendre des choses qui vont très très au-delà de ce qui est dit. Alors, il se trouve aussi que Michel Berger, qui n'a aucune notion des fuseaux horaires, a appelé Luc Plamondon en pleine nuit au Canada. Oui, il le réveille à 3h du matin. Oui. En lui disant « Bonjour, je suis Michel Berger, je veux écrire un opéra rock avec vous. Oui. » Alors Luc est un peu ensuqué. En fait, il dit « Écoutez, ça tombe bien parce que moi-même, je voulais écrire un opéra rock, donc voyons-nous. » Et autre anecdote, c'est que Michel donc va partir à Montréal pour rencontrer Luc. Et on est début novembre, et donc France Gall harnache Michel comme s'il partait au pôle Nord, et il arrive à Montréal en plein été indien. Voilà. Alors, il se trouve aussi que l'idée d'écrire un opéra rock, c'est né pour Michel Berger quand il a vu R au théâtre de la Porte Saint-Martin, Yves Bigot. C'est vrai, et il allait voir R, et d'ailleurs, il a eu rapidement une aventure avec la vedette féminine de R, Vanina Michel, dont il a aussi produit les disques. Gainsbourg et lui, en fait, c'était des Pygmalions, hein, tous les deux. Leur truc, c'était peut-être que j'ai pas ce qu'il faut moi pour être une star, mais je vais écrire pour des chanteuses et à travers elles, je vais y parvenir. D'ailleurs, ils ont et France Gall et Françoise Hardy en commun, en tous les cas comme auteur et compositeur. Et oui, mais Michel, quand il va voir R, il dit un jour, j'écrirai ma propre comédie musicale, parce qu'il avait cette obsession de l'œuvre complète. C'est-à-dire celle où il y avait la musique, où il y avait les chansons, où il y avait les interprètes, où il y avait un propos évidemment très fort, mais où on apportait du théâtre, on apportait de la danse. Il avait un peu cette vision, puis n'oubliez pas, il était fan de Gershwin. Oui, et ça compte effectivement. Alors il se trouve qu'au départ, la première version de Starmania, ça s'appelait Angelina. C'était né d'une idée parce que la fille de Randolph Hearst était devenue un bandit de grand chemin. Et finalement, au départ, Angelina ou Starmania, c'était pour France Gall. Angelina Dumas, c'était au début de la relation de Michel Berger avec France Gall, et il avait écrit cette histoire justement parce que il voulait caster France dans son désir de comédie musicale. Ils sont allés à Londres, ils sont allés en Californie, et en fait c'est France assez rapidement qui lui a dit c'est pas assez bien. Il manque quelque chose à Angelina Dumas. D'abord, c'est une histoire américaine, c'est trop loin de nous, ça ne nous parle pas. Et par ailleurs, il faut que ça bouge plus, il faut plus de violence, il faut plus de noirceur. D'où l'abandon par Michel Berger de l'idée d'écrire lui-même les paroles, même si avec Luc Plamondon, donc pour Starmania, ensuite ils ont beaucoup discuté, en revanche, des personnages, de l'argument, etc. Mais Luc, en plus, a écrit des choses que jamais Michel Berger n'aurait pu chanter. Oui, parce que Michel, lui, c'était d'autres propos et d'autres musiques. Il l'a montré avec France Gall. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Alors, au départ, il a eu du mal à croire en France Gall, Michel Berger. Et finalement, vous dites, Yves Bigot, que son premier album, il l'a fait en disant c'est une opération commerciale. Alors, Michel Berger détestait Sacré Charlemagne. C'était la chanson qu'il détestait le plus au monde. Donc, en France, l'approche en lui disant j'aimerais que vous écriviez pour moi. Et puis, il n'est pas chaud. Mais en même temps, c'est une jolie petite blonde.
piquante, elle est drôle. Et Michel a toujours eu un faible pour les blondes. Et donc, elle va réussir à le convaincre et le séduire suffisamment pour qu'il lui compose et qu'il réalise le 45 tours de la déclaration d'amour. Mais Michel Berger étant un homme d'affaires, c'est France Gall qui va payer de sa poche la totalité de cet enregistrement, c'est-à-dire qu'elle va payer non seulement les studios, les musiciens, mais elle va payer Michel Berger aussi. Donc c'est vous dire hein, voilà, l'aspect qu'il avait. Bien sûr, évidemment, la déclaration en est devenue une, de Michel à France et de France à Michel. Et voilà, très, très rapidement, ils sont devenus le couple de Paris. Oui, et le couple le plus discret volontairement de Paris, Bigot. Oui, ils ne voulaient jamais être photographiés ensemble parce qu'ils disaient Ringo et Sheila ou Stone et Chardin, pour nous c'est pas possible. Nous on veut être considérés comme des artistes sérieux et on ne veut pas vendre notre vie privée. On ne veut pas faire la couverture de Jour de France ni des journaux comme ça. Et oui, c'était tous les deux des gens effectivement assez discrets. Michel en particulier était quelqu'un de extraordinairement bien élevé, attentif, mais qui défendait ses idées alors de manière quasi jusqu'au boutiste, mais qui en revanche n'imposait pas son ego. Oui. Et surtout, c'était quelqu'un, quand il avait confiance en vous, se livrait. Et sinon, c'était un mur. Oui, et en plus, il compartimentait formidablement les différents aspects de sa vie. C'est-à-dire que ces musiciens ne savaient jamais rien de sa vie personnelle. Mais ses amis, eux, il ne leur parlait jamais de musique. Donc c'était vraiment quelqu'un qui conceptualisait absolument tous les aspects de sa vie. Alors, le couple était très discret, mais en même temps, moi, je me souviens plusieurs fois, chaque fois que j'ai vu Michel Berger ou France Gall sur scène, l'autre était en coulisses. Ah oui, toujours ça, professionnellement, ils étaient absolument soudés. France a beaucoup poussé Michel pour qu'il fasse lui-même sa carrière d'interprète. Il ne voulait pas. Si, il voulait, mais il avait besoin de son soutien. Elle lui donnait beaucoup de courage, elle lui donnait beaucoup de confiance, et puis son énergie. France, elle avait une énergie, une vitalité absolument incroyable. Là où Michel, lui, était un stakhanoviste du travail. Et oui, ils se soutenaient formidablement l'un l'autre, avec une symbiose incroyable, parce que les chansons que Michel écrivait pour France, on avait l'impression qu'elle les avait écrites elle-même. C'était même assez stupéfiant de voir cette métathèse sexuelle qui résistait pour écrire des chansons comme « Ce soir je ne dors pas, je saurais être ton ami, le meilleur de soi-même ». Je veux dire, il devenait une jeune fille de 17 ans, Michel Berger. D'un seul coup, c'est un talent absolument incroyable qui a fait donc de France la plus grande chanteuse française des années 70 et 80 et la grande sœur, la meilleure amie de toutes les jeunes filles françaises. Et il y a aussi un grand frère qui a compté pour Michel Berger, c'est celui-ci. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec... Alors, je crois qu'un soir, Michel Berger est au Zénith pour voir Johnny, et il rêve de travailler avec Johnny, et à la sortie, Johnny dit, allez, on ne parle plus, on agit. Et c'est comme ça qu'est née la chanson. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, Jacques. C'est Nathalie Baye, donc qui à l'époque est la compagne de Johnny, et Jean-Claude Camus, qui est son producteur, qui organise la rencontre. Il les amène dîner dans un espèce de diner ou de restaurant américain. Et là, Johnny, qui est très timide en présence de Michel, risque, est-ce que vous m'écririez une chanson ? Et là, Michel lui dit, une chanson, non. Mais un album, oui. Et ça a tout changé parce que ça donnait une autre vision de la vie et de la chanson à Johnny. Surtout à un moment où la carrière de Johnny n'allait pas, ça faisait 2 ou 3 albums que ça ne marchait plus, que ses spectacles fonctionnaient, mais qu'on commençait un peu à se moquer de lui ou à le considérer comme un has-been. Et Michel Berger va vraiment le moderniser, va aussi lui apprendre à chanter différemment. Et puis lui donner un propos. Quelque chose de Tennessee, c'est une chanson incroyable. D'ailleurs, Michel disait, Gainsbourg m'a dit qu'il adorait quelque chose de Tennessee.
c'est le plus beau compliment que je recevrai de toute ma vie. Vous connaissez parfaitement le sujet, Michel Berger, et on va en reparler avec une autre date, le 18 mars 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Bigot pour parler de Michel Berger. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Berger. Non, pardon, Yves Bigot pour parler de Michel Berger. Mais le livre est tellement précis sur Michel Berger qu'on a l'impression de le voir vivre. Ce livre donc est paru aux éditions du Seuil le 18 mars 2022 et c'est une biographie édition augmentée parce que vous avez déjà écrit des choses sur Michel Berger, Yves Bigot. Oui, il y a 10 ans déjà, j'avais publié sa biographie, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. D'abord, la disparition de France Gall. Et puis, vous savez, quand on écrit la biographie de quelqu'un, il y a des tas de gens qui, soit vous n'arrivez pas à les joindre, soit veulent pas vous parler, mais dès que le livre est sorti, ils viennent vous dire « Ah, mais moi, je savais ci, moi, je savais ça, moi, j'aurais pu te dire ci, j'aurais pu te dire ça ». Donc toutes ces choses figurent dans la nouvelle version. Et puis ce sera le 2 août prochain, les 30 ans de la disparition de Michel Berger. Et puis il y a eu aussi un autre événement. Alors, je le mentionnais déjà à la fin de la première version de cette biographie, c'est l'histoire de cette jeune femme allemande avec laquelle Michel Berger partait sans doute refaire sa vie en Californie lorsqu'il est mort. Et je n'avais pas réussi à la rencontrer quand j'ai publié la première version, mais je l'ai rencontrée depuis. Oui, vous l'avez rencontrée. D'ailleurs, elle a failli vous faire ses confidences pour un livre et ça ne s'est pas fait. Exactement. Elle a voulu. C'est Franca Berger, donc la sœur de Michel, qui m'a appelé un jour du début de l'été 2018 en me disant. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Alors, je dis, écoutez, ça dépend. Que me proposez-vous? Elle me dit, si venez chez moi à 17h et je vous présenterai Béatrice Grimm. Et donc j'ai rencontré Béatrice Grimm chez Franca Berger. Femme qu'on connaît très peu, mais qui garde chez elle, aux États-Unis, les vêtements et des affaires de Michel Berger. Alors à l'époque où il est décédé, oui, puisqu'ils allaient s'installer ensemble en Californie. Et donc quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, écoutez, maintenant que France n'est plus là, je réfléchis à raconter mon histoire et Franca me dit que vous êtes la personne de confiance avec qui je pourrais le faire. On a travaillé ensemble sur cette histoire. Elle m'a tout raconté en détail, en apportant évidemment toutes les preuves de tout ce qu'elle a avancé et de tout ce qu'elle me disait. Et puis elle est revenue sur sa décision pour des raisons qui la regardent, qui sont privées et que je respecte parfaitement. Donc je ne raconte pas la totalité de son histoire, mais évidemment le dernier chapitre qui parle d'elle, maintenant évidemment chaque mot a été vérifié, alors que dans la première version j'étais obligé de spéculer sur un certain nombre de choses. Voilà. Alors il se trouve aussi que France Gall était au courant de cette histoire quand Michel est revenu des États-Unis, quand ils ont enregistré Double Jeu. Moi je me souviens d'une soirée, je crois que c'était la Cigale de présentation, c'était très tendu entre les deux, parce que France Gall était au courant et elle ne le pardonnait pas à Michel Berger. Et en plus, elle n'aimait plus ce qu'il composait à ce moment-là. Et donc, pendant l'enregistrement de cet album Double Jeu, la première fois qu'ils font quelque chose véritablement en duo, elle n'aimait pas ces chansons. Tous les musiciens, tous les gens qui ont travaillé sur l'album disent l'atmosphère était vraiment pourrie. Elle lui faisait sans cesse refaire ses mélodies, elle lui faisait réécrire ses paroles. Elle était coproductrice de ce disque pour la première fois. Donc oui, malheureusement, ces derniers mois de la vie de Michel, oui, se sont déroulés dans une atmosphère qui était en tous les cas pesante. Alors vous racontez tout parce que cette biographie, Yves Bigot, c'est ce qu'on appelle une biographie à l'américaine. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai interrogé absolument tous les acteurs de cette saga, absolument incroyable. Je me suis procuré les contrats discographiques de Michel Berger et de France Gall. J'ai fait le vrai travail de fond, même sur des histoires de famille assez terrible entre la famille Gall et la famille Berger, après la mort de Michel et avec Véronique Sanson, etc. Mais je suis allé voir, y compris le bâtonnier qui était en charge de cette affaire, etc. Oui, c'est-à-dire j'ai fait le vrai boulot de journaliste. Quand on écrit la biographie de quelqu'un
qu'on respecte et qu'on aime autant que j'aime Michel Berger, c'est la moindre des choses que je lui dois. Oui, cette affaire, c'est après la mort de Pauline. Pauline avait souhaité être enterrée avec son père, mais son père était dans le caveau familial des Hamburgers et c'était pas possible. Et là, il y a eu une bataille juridique totalement surréaliste. Oui, c'est terrible entre les deux familles, hein, les familles Hamburger et la famille Gall, qui ne se sont jamais véritablement acceptées, qui ne se sont jamais véritablement aimées. Il faut dire que la famille Hamburger, le père de Michel, Bernard et Françoise, était un immense professeur, un triple académicien, l'inventeur de la néphrologie, la première greffe du rein, etc. Mais c'était quelqu'un de polaire, marmoréen, d'une hauteur, je vais dire, pour essayer d'éviter de dire prétention incroyable, et qui en plus a abandonné sa famille quand Michel n'avait pas encore 7 ans. Il a abandonné sa femme et ses 3 enfants du jour au lendemain à la suite d'une opération, et il ne les a quasiment jamais revus et surtout n'a jamais donné d'explication. Voilà. Et surtout, ça a tellement marqué Michel qu'un jour, il en a parlé avec Johnny, qui lui aussi n'avait pas vu son père. Alors Johnny, c'est absolument terrible l'histoire de Johnny avec son père, Léon Smet, qui était un grand comédien belge, parce que les gens se souviennent évidemment qu'il a terminé dans un home pour vieillards alcooliques à Bruxelles, mais c'est lui qui joue dans le premier Fantomas. Il avait une école de théâtre remarquable à Bruxelles, c'est lui qui a donné ses cours de comédie à Serge Reggiani, avant évidemment de devenir peut-être collaborateur, et en tous les cas alcoolique, et d'abandonner Johnny quand il avait l'âge de 7 mois, et de ne revenir le voir, grosso modo, que pour lui demander de l'argent. Oui, et ça a beaucoup blessé Johnny. Moi, je peux témoigner que moi, j'ai déjà vu Johnny alors à Bruxelles, on va dire fatigué par l'alcool, et dire « je finirai comme mon père, il n'y aura personne à mon enterrement ». Quand vous voyez ce qu'a été l'enterrement de Johnny, mais c'est incroyable de ce que ça disait de son chagrin, quoi. Et je me souviens, Johnny m'a un jour raconté, le véritable drame, c'est lorsqu'il était au service militaire, un photographe je crois de France Dimanche a monté une photo avec son père qui l'attendait à la sortie. En lui donnant un nounours. Oui. Ouais, et Johnny qui a en même temps été content de voir son père, mais dès qu'il a compris qu'en fait son père venait uniquement pour l'argent, parce qu'il était payé par le photographe, ça a été absolument terrible pour lui, parce que c'était peut-être le plus beau moment de sa vie qui s'est transformé en quelques secondes en le plus épouvantable. Alors, j'en reviens à cette histoire avec Pauline et Michel enterrés ensemble. Moi, je me souviens, pour l'avoir vécu, qu'il y a eu un procès, que France Gall a obtenu l'autorisation et qu'on a dû faire un cordon de police autour du cimetière Montmartre pour empêcher un huissier de venir qui voulait faire appel au jugement. Oui, c'est vous savez, voilà, la famille de France Gall, comme celle d'ailleurs de Véronique Sanson par ailleurs, et celle de Michel Berger, voilà, sont des gens de la haute société, dans Paris. Donc ils ont des contacts, ils ont des aides, et quand ils exigent quelque chose, ils l'obtiennent la plupart du temps. Voilà, en tout cas, ça c'est les fausses notes de Michel. Les bonnes notes, ce sont ses chansons. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. C'est vrai qu'il était libre dans sa tête, mais c'était quelqu'un qui vivait dans son monde. Il conduisait pas de voiture, le réfrigérateur était vide. Michel Berger, c'était un personnage à part. Alors, il savait où se trouvait la cuisine. C'est déjà ça, oui. Chez eux, avec France, rue de Monceau. Mais un jour, il a voulu faire du café à ses musiciens. Oui. Il n'avait pas la moindre idée de où était le café, ni en fait comment on faisait le café. Parce qu'une fois que vous avez trouvé le paquet de café, ça suffit pas. Je veux dire, ça ne se mange pas à la cuillère comme ça. Il était totalement perdu. C'était France l'appelait professeur Tournesol, c'est-à-dire qu'il avait la tête dans les nuages. Il perdait toujours ses cassettes. Et évidemment, dès qu'il perdait une cassette, c'était évidemment la meilleure chanson qu'il avait jamais composée et qu'il ne retrouverait jamais.
Oui, c'était quelqu'un. Alors vous disiez, il ne conduisait pas. Il a conduit un peu, Oui. mais assez rapidement. Il a, je crois que c'était une grosse Mercedes qu'il a accidentée en allant chez Yannick Top, son directeur musical. Il est arrivé chez Yannick avec le pare-choc à la main en disant je ne veux plus de cette voiture. Et il n'utilisait plus que des chauffeurs et des taxis. Voilà. Et c'était le cas de Francis Weber aussi, qui a voulu conduire une voiture quand il était journaliste. Pour la ranger, pour la garer, on a dû se mettre à 4 pour la soulever, tellement il n'y parvenait pas. Alors, il y a aussi, et vous l'évoquez dans ce livre, Yves Bigot, il a été, Michel Berger, le cocu des cérémonies des Victoires de la musique. Ah oui, lui et France, une année, je me souviens très très bien, où ils n'avaient rien gagné, alors que c'était eux les artistes de l'année. Pour moi, en tous les cas, de manière absolument incontournable. Et je me souviens que donc j'écrivais dans Libération tous les lundis matins la chronique des tubes, et j'avais écrit ça donc dans Libération et Michel m'a appelé très tôt le matin, c'est-à-dire dès qu'il a lu Libé, il m'a appelé pour me dire. Comme il le faisait régulièrement, il m'appelait pour me commenter, alors sous parfois mes émissions de radio, mais notamment la chronique des tubes de Libé, c'était un de mes lecteurs les plus acharnés tous les lundis matins. Et ce jour-là, c'était formidable. Qu'est-ce que tu fais à midi? Je veux déjeuner avec toi. J'appelle France. Heureusement que tu es là. Il y a que toi qui nous comprends. Enfin voilà. Alors, il s'est finalement réconcilié, Michel Berger, avec le monde culturel, Yves Bigot, avec une chanson que France Gall a interprétée. César, laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne, d'ailleurs, qui n'a jamais suivi des cours de peinture, qui était instinctif, qui s'est fait jeter de toutes les écoles. Ouais, comme vous voyez, comme Michel Berger qui ne lisait pas la musique. C'est à ce moment-là, effectivement, que d'un seul coup, les intellectuels vont s'intéresser à France Gall et à Michel Berger. Jusque-là, pour eux, c'était des chanteurs, c'était la variété, c'était charmant, c'était joli, mais enfin, c'était pas leur monde. Et à partir de cette chanson, quand même, qui évidemment prend une autre dimension, parle d'un autre sujet, ça parle du monde de l'art. D'un seul coup, là, tous les Jacques Chancel, Bernard-Henri Lévy, etc., ont commencé à s'intéresser à Michel et à France, ce qui évidemment leur a fait très plaisir, et en particulier à Michel, qui aspirait à appartenir à ce monde. Voilà. Alors il se trouve aussi que Michel Berger nous a quittés trop tôt, mais en même temps, et ce qu'on sait depuis, c'est qu'il était d'une santé très fragile, Yves Bigot. Oui, alors déjà son frère, Bernard, son grand frère, qui l'admirait beaucoup, qui lui servait un peu de père de substitution. Déjà Bernard était mort très jeune, et alors je ne sais pas si cette histoire est apocryphe ou pas, mais son père, donc le professeur Jean Burger, l'aurait appelé un jour quand Michel était adolescent, en lui disant ton frère va mourir, c'est donc toi qui vas être le roc de la famille, l'homme de la famille. On disait ça à l'époque. Et l'aurait alerté plus tard sur le fait que il avait un certain nombre de pathologies et qu'il fallait qu'il se soigne. Mais après la disparition de Michel, France Gall a retrouvé dans les tiroirs de Michel, au milieu de ces amoncellements de cassettes sur lesquels il y avait des tonnes de morceaux de chansons, elle a trouvé un mot qu'écrivait le professeur Jean Burger à ses collègues en disant chers collègues, veuillez voir mon fils Michel qui souffre de telle et telle pathologie, c'est dans la famille, etc. Et Michel n'a jamais consulté. Sinon, il serait peut-être encore parmi nous aujourd'hui. France a assuré la relève en défendant le répertoire de Michel Berger. Elle l'a fait jusqu'au bout. Oui, bien sûr, elle en était incroyablement fière, et puis elle était l'héritière, puisque c'est elle encore qui a produit la comédie musicale Résiste, il y a quelques années. Oui, bien sûr, elle était très fière. C'était la gardienne du temple de Michel Berger. D'ailleurs, une gardienne, un cerbère, je pourrais dire c'est-à-dire qu'elle avait sa vision de comment Michel Berger devait être chanté, comment il devait être représenté, produit, etc. Et elle a eu un certain nombre de gens avec qui elle ne s'est pas fait des amis, parce que elle avait détesté, par exemple, la 3e version de Starmania
sur scène, hein, qui était mise en scène par Lewis Furey. Voilà, elle disait je n'en dors pas, c'est épouvantable, c'est horrible. Alors que c'est celle qui a eu le plus de succès. C'est comme ça. Voilà, elle s'était prise de bec avec Jennifer aussi, qui avait fait un album de reprise pour le coup de France Gall, mais donc une grande partie des chansons étaient les chansons de Michel. Voilà, c'est qu'elle avait sa vision de ce qu'était leur musique et que voilà, elle n'en dérogeait pas. C'est quelqu'un de très très courageux. France, hein, elle a eu une vie certes avec des succès incroyables, mais elle a une vie compliquée. Hein. Elle a perdu son mari, elle a perdu sa fille. C'était quelqu'un de très très déterminé, très courageux et très résilient. Et que vous évoquez largement dans ce livre, Michel Berger au Seuil, édition augmentive. Bigot, merci de l'avoir écrit parce qu'en le lisant, on aime encore un peu plus Michel Berger. J'espère, c'était le but, cher Jacques. Et surtout qu'on voit quelle est son importance dans la musique française des 40 dernières années. Le style Berger, c'est vraiment quelque chose. On est bien d'accord là-dessus. Merci Yves Bigot d'avoir écrit ce livre. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.